À l'hôpital traditionnel de Keur Massar, on peut consulter un thérapeute, recevoir des soins sur place et acheter tous les médicaments nécessaires à un prix modique. D'accord, Inch'Allah. Merci. Quand ce lieu a été créé en 1980, c'était la brousse. Aujourd'hui, Keur Massar se fond peu à peu dans la grande banlieue de Dakar. L'hôpital a été fondé par le professeur Yvette Paresse, médecin et directrice du centre de recherche biologique sur la lèpre de Dakar, par Yoroba, son assistant, et par un grand maître de médecine Peul, Dadi Diallo. Dès le départ, l'hôpital a été placé sous le signe de l'ouverture. Point de rencontre de deux médecines qui s'étaient toujours ignorées, lieu d'accueil des lépreux, qui étaient partout rejetés à cette époque où la lèpre fait rage au Sénégal. Non content d'être un centre de soins, l'hôpital est devenu un lieu de vie pour les patients, leurs conjoints et même leurs enfants, puisqu'on y a ouvert une école dès 1982. Peu à peu, l'hôpital s'est ouvert à toutes les maladies, et des guérisseurs de diverses régions du Sénégal sont venus renforcer l'équipe. Journée mondiale de lutte contre la lèpre en ce dimanche. Nous avons vu hier qu'il y avait la moitié des 15 millions de lépreux en Asie. L'autre moitié est au Sénégal, où la médecine traditionnelle lutte aussi contre la lèpre. Un reportage de notre envoyé spécial, Jean-Paul Flory. Ça va? Ça va? Bon, alhamdoulilah. 2 fois par semaine, le docteur Aline Paresse examine ainsi ses malades sur la place du village léproserie de Keur Massar, à 30 km de Dakar. Contrôle de routine plus qu'autre chose, car les 150 lépreux, hommes, femmes et enfants, qui vivent ici en communauté, sont presque tous en voie de guérison. Or, 80% d'entre eux étaient grabataires lors de leur arrivée à Keur Massar. Des résultats spectaculaires donc, pour des méthodes de soins surprenantes à l'écart de l'orthodoxie de la médecine occidentale. J'ai d'abord travaillé sur la lèpre dans le domaine de la bactériologie. Et en même temps, je me suis rendu compte que la thérapeutique antilépreuse n'était plus valable. Tous nos confrères savent que la chimiothérapie classique ne peut plus guérir la lèpre. Les microbes sont devenus résistants et d'autre part, les médicaments ont de nombreux inconvénients. Il fallait donc chercher une nouvelle façon de soigner. J'ai pensé que les plantes de la pharmacopée traditionnelle du Sénégal et de l'Afrique pouvaient apporter une solution. Pour le docteur Paresse, la réponse s'est vite révélée positive. Aujourd'hui, dans son dispensaire de médecine traditionnelle, elle accorde une confiance totale aux médicaments à base de plantes qu'elle administre. Mais avant d'en arriver là, cette femme, biologiste, botaniste et médecin, a dû oublier ses préjugés pour se mettre à l'écoute des thérapeutes africains, réapprendre une autre forme de médecine en quelque sorte. Et puis, il lui a fallu vérifier scientifiquement les propriétés curatives des plantes que connaissaient de façon empirique les 2 guérisseurs avec lesquels elle travaille aujourd'hui. Enfin, et ce ne fut sans doute pas le moindre problème, on dut à Keur Massar affronter l'ironie de ceux que faisaient sourire les pratiques incantatoires des guérisseurs. Des pratiques que le docteur Paresse, elle, explique en les replaçant dans leur contexte. Le médecin, sa façon de se comporter, a toujours une influence sur le traitement qu'on donne aux malades. On a dit que le premier médicament d'un malade était son médecin. Et la part d'incantation et de prière n'est pas aussi grande que ce que l'on veut bien dire, du moins avec les thérapeutes avec lesquels je travaille.
L'hôpital a été le premier établissement du genre au Sénégal. Au départ, on avait des guérisseurs, chacun était dans son coin. Chacun faisait dans son coin, et résultat, personne ne faisait rien. Et là, elle a eu l'idée de créer, de mettre ensemble des guérisseurs, du jamais vu. Et c'était une gageure à l'époque. Des gens sont venus, des guérisseurs sont venus de contrées différentes et ont accepté de collaborer en toute franchise. Et chacun représente une région déterminée. Et donc avec son écosystème particulier, parce que les guérisseurs travaillent avec les plantes de leur zone, de leur écosystème d'origine. Et donc, si vous voulez, c'est ainsi. On a pu brasser vraiment toutes les plantes de toute la pharmacopée sénégalaise, d'est en ouest, du nord au sud. En Afrique, on a des secrets. Le Sérère a ses secrets. Le Toucouleur a ses secrets. Le Sorcier, le Manding a ses secrets. Alors, la réunion de tous ces trucs-là, ça fait un boom. D'accord. D'accord. Il y a 3 ans, le centre de soins de Keur Massar s'était ouvert avec pour unique but le combat contre la lèpre. Aujourd'hui, les techniques mises en place, même rudimentaires, ont permis ici de structurer l'exercice de la médecine traditionnelle africaine. En même temps, cette organisation naissante a élargi la gamme des soins. La lèpre n'est plus la seule maladie soignée à Keur Massar. Et il se pourrait bien que toute cette activité elle-même ne soit qu'un début. Disons qu'avec une symbiose des connaissances médicales européennes et de la médecine traditionnelle, on pourrait aller plus loin. Il faudrait surtout organiser l'exercice de la médecine traditionnelle. Elle ne donne pas tous ses fruits, parce que chaque guérisseur vit dans son village avec une petite clientèle. Or, certains sont tellement savants qu'il faudrait arriver à faire de grands hôpitaux traditionnels comme à Keur Massar, de façon que le bien médical soit beaucoup plus étendu. Déjà, Keur Massar traite plus de 2000 malades à travers tout le Sénégal. Mais il faudrait d'autres Keur Massar et cela coûterait très cher. Or, l'aide internationale favorise la médecine classique. Et les grands laboratoires pharmaceutiques pourraient bien user de leur influence pour limiter l'expérience. Alors, cette tentative de créer une médecine spécifique au tiers-monde risque de rester sans lendemain. Ce serait dommage. Aujourd'hui, les 3 fondateurs ont disparu, mais la transmission s'est faite. Le mouvement d'ouverture se poursuit et l'hôpital traditionnel de Keur Massar est au cœur des enjeux actuels de santé publique au Sénégal, mais aussi dans le reste du monde. Pourquoi la médecine traditionnelle au Sénégal, jusqu'à présent, n'est pas une activité reconnue officiellement? Elle est juste tolérée. Que la loi ne soit pas votée jusqu'à maintenant, alors qu'elle a été rédigée depuis 2000, depuis l'an 2000, donc 10 ans, montre vraiment l'étendue des luttes internes qui bloquent justement cette loi. Alors que certains pays, même les pays limitrophes comme le Mali, le Burkina, aujourd'hui, ont dépassé ce cadre. Plus de 55% de la population sénégalaise n'a pas accès aux médicaments dits essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire sinon que ces 55% n'ont d'autre alternative que la médecine traditionnelle? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la médecine de référence, c'est la médecine traditionnelle, ce n'est pas la médecine allopathique. Que cette médecine ait survécu à travers tous ces âges, malgré toutes les contraintes, malgré tous les blocages, montre quelque part que les gens sont restés fidèles. Et ça, elle ne le doit qu'à ses résultats. Moi, je trouve que c'est une très bonne structure. Je viens ici depuis 2005. Donc, je me suis fait traiter ici. Il y a une maladie qu'on appelle communément ici Ndokhum City au Sénégal. C'est-à-dire, les médecins l'appellent syphilis endémique. C'est une maladie très très bien traitée ici au niveau de l'hôpital traditionnel Keur Massar. C'est une maladie dont souffrent beaucoup de Sénégalais. Ici, on parvient à se soigner à moindre coût et puis très efficacement aussi. C'est le bouche à oreille qui m'a conduit ici. Donc, c'est des gens qui sont venus ici qui m'ont recommandé la structure, cet hôpital. Mais bon, je dirais que ce n'est pas très très bien connu des Sénégalais. Parce que quand les gens sont malades, le premier réflexe, c'est d'aller vers les hôpitaux modernes. Donc il doit y avoir une politique de communication qui doit être faite autour de l'hôpital traditionnel de Keur Massar pour amener les gens à venir se faire traiter ici. Tous les produits qui sont mis à la pharmacie, ce ne sont pas des produits qui ont été inventés. C'est des produits qui sont nés
la collaboration entre Madame Paresse et les guérisseurs, chacun apportant du sien pour pouvoir faire de ces compositions, vous avez vu, très complexes de plantes. Et vraiment, leur efficacité maintenant est à la mesure de l'attention qui a été portée justement à l'élaboration de ces médicaments. Ce jardin poursuit 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de sécuriser l'approvisionnement en médicaments, en plantes médicinales. Le deuxième, c'est surtout essayer de voir, d'acclimater certaines plantes. Et le troisième, maintenant, c'est d'offrir un espace à la recherche. Cette expérience acquise en médecine africaine me donne une autre vision de la médecine pour l'Europe et une vision qui est humaine et en même temps respectueuse de l'environnement. Pour les Africains, par exemple, lorsque vous allez récolter des plantes, vous n'allez pas récolter des matières premières, vous allez récolter des êtres vivants qui vous donnent le meilleur d'elles-mêmes. Donc, on les salue et on les remercie. On ne va pas, comme on fait chez nous, avec des grosses machines, couper n'importe quoi, faire n'importe quoi, et sortir quelques grammes de principes actifs à partir de tonnes de végétaux. Quand un guérisseur récolte une plante, mais on ne va jamais jusqu'au cœur de la plante. Vous avez vu, on écorce, on gratte, parce que sinon, c'est l'arbre qui meurt après. Après, on remet de la paille dessus ou un peu de végétation pour qu'on sorte de pansement, pour le dire pardon. Et merci. La différence entre le guérisseur, si vous voulez, et le médecin. Le guérisseur commence par être un spécialiste pour devenir un généraliste, tandis que c'est le contraire dans la médecine moderne. Parce qu'ici, on apprend par maladie. Le guérisseur apprend une maladie, après 2 maladies, 3 maladies, 4 maladies, si bien qu'à un bon moment, il a une panoplie de maladies qu'il sait soigner, qui lui permettent maintenant de faire des recherches. En ce moment-là, il a acquis ce qu'on appelle le grade de grand maître. Tandis que dans la formation maintenant académique, on est médecin généraliste ensuite pour se spécialiser. Oui. Il faut quand même ajouter quelque chose. Tous les thérapeutes africains n'ont pas la même valeur. Il y a une hiérarchie comme partout et on peut la représenter par une pyramide. À la base de la pyramide, vous avez une multitude de thérapeutes qui ont un certain nombre de connaissances et qui peuvent rendre service pour un nombre plus ou moins grand de maladies ou plus ou moins petit de maladies. Et à mesure que vous montez vers le sommet de la pyramide, vous avez des thérapeutes de plus en plus savants. Et quand vous arrivez au sommet, vous vous trouvez devant des hommes, des femmes, qui ont un savoir que je qualifierais d'inépuisable. Ayant eu cette chance d'avoir 5 grands maîtres, il m'a été possible d'avoir une vision totale de la richesse thérapeutique de la médecine pratiquée au Sénégal. À cette période, par exemple, c'est les racines qui sont beaucoup plus efficaces, surtout à cette heure-ci. Parce que là, actuellement, comme il commence à faire chaud, il y a le soleil et tout, vraiment l'efficacité, les vertus des plantes, vraiment se trouvent sur les racines. En Occident, l'exercice de la médecine
l'exercice pour la santé est partagé. Vous avez les médecins et vous avez les pharmaciens. Mais en Afrique, le thérapeute est tout à la fois. Il faut qu'il connaisse toutes les plantes, qu'il connaisse les endroits où on peut les trouver, qu'il connaisse bien les époques où on peut les récolter, donc les cycles de végétation. Ensuite, il faut qu'il devienne un très bon pharmacien. Donc, un thérapeute, comme je l'ai vu au Sénégal, doit être connaisseur des plantes, très bon pharmacien et très bon médecin. Pour établir ces formules, ça n'a pas été simple. Il a fallu réfléchir avec les thérapeutes traditionnels et puiser dans leur immense savoir. Et j'ajouterais que ces traitements que nous faisons, avec les mêmes principes généraux, pourraient être inventés, disons, avec les plantes des divers continents. Donc pour le sida, il y aurait certainement possibilité d'avoir non pas un traitement standard pour tout le monde, mais de multiples traitements à travers le monde. Et nous en avons déjà une certitude parce que les traitements faits selon la médecine des Peuls ou la médecine des Sérères ou la médecine traditionnelle des Saucés, ces traitements ne sont pas les mêmes, mais ils aboutissent au même bon résultat. Donc il y a un grand espoir pour le monde entier si l'on arrivait à élaborer des traitements avec les flores locales partout. Mais tout ça ne serait pas très difficile, il faudrait simplement une volonté politique, une volonté sanitaire étendue au monde entier. Je suis moi-même une scientifique. Je l'ai été pendant 30 ans. Et je ne vois pas où est le déshonneur d'aller demander le renfort de personnes qui ont un savoir acquis par d'autres méthodes. Et c'est cela qui nous tue, c'est ça qui nous paralyse. Plus, évidemment, ce goût immodéré de l'argent qui fait que la santé est devenue une marchandise et les malades une source de profit. Madame Paresse est allergique au mot brevet. Quelle idée de breveter, par exemple, la réglisse en France? Je peux être ici au Sénégal, vous avez besoin de bissap. Moi, je peux faire mon kilo de bissap et vous l'envoyer. Et vous me payez, ok. Mais quant à maintenant dire que bon, le bissap m'appartient, comme Monsanto fait avec le blé et le riz, etc., vraiment, je crois qu'il faut vraiment... Pourquoi, en Occident, retourner aux plantes médicinales? Pas seulement avec la phytothérapie et aromathérapie classique, qui sont des choses très bonnes, mais qui ne sont que des vestiges des savoirs anciens de l'Europe qui ont été complètement oubliés. Mais il faudra retourner aux plantes médicinales, contraints et forcés, pour la bonne raison que les médicaments chimiques que l'on avait cru être les fleurons de la thérapeutique ont montré tous leurs défauts. Effets indésirables, maladies iatrogènes, création de résistance chez les agents infectieux et surtout, ce qui est terrible, leur caractère polluant. Des milliers de produits chimiques qui ont déjà pollué l'air, le sol, les eaux qui courent dans les rivières, les fleuves qui vont vers la mer, mais surtout également qui ont contaminé les nappes souterraines, les nappes phréatiques.
Est-ce que nous allons, pendant des décennies encore, continuer à prescrire des molécules qui vont faire de l'eau source de vie, un cocktail médicamenteux anarchique qui causera la maladie et pourquoi pas la mort? Le XXe siècle a commis des erreurs, a fait fausse route. Avec ces médicaments chimiques, il nous a conduits dans une impasse. Et il va falloir, oui, qu'on le veuille ou non, un jour, les abandonner. Les pays qui ont des médecines traditionnelles sont à l'abri de cette catastrophe. Mais les pays d'Occident, eux, dès à présent, doivent déjà prévoir les solutions de rechange pour la médecine de demain. L'hôpital traditionnel de Keur-Massar accueille régulièrement des étudiants, des médecins ou des chercheurs du monde entier dans le cadre de rencontres ou de stages de formation. C'est un pont, un trait d'union entre la science et la tradition, mais aussi entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est pourquoi souvent je dis ici qu'il ne faut pas croire que cet hôpital ne soit que le gardien d'un patrimoine africain. Non, c'est surtout un patrimoine aujourd'hui euro-africain, pour ne pas dire simplement mondial. C'est les êtres humains qui vivent entre les interfaces culturelles qui vont quand même changer le monde. Des gens comme Yvette, à cette époque, je me dis, c'est une visionnaire. J'ai pris là. C'est laquelle, celle-là? Ça, c'est l'Eptis. L'Eptis. Ouais, et l'intérêt donc de venir à Keur-Massar, c'est de rencontrer donc des personnes qui traitent avec des plantes des maladies infectieuses comme la lèpre, la tuberculose, les hépatites, les maladies comme le sida. Donc tout ça, c'est des notions que nous, en Europe, on n'a pas. C'est-à-dire que traiter avec des plantes pour des problèmes d'insomnie ou des petits rhumes, des choses comme ça, on peut comprendre. Mais traiter des maladies aussi graves avec succès avec des plantes, on n'a pas cette notion en Europe. Avec l'ère pasteurienne, on définissait un germe qui donnait une maladie et sur lequel allait marcher un traitement particulier antibiotique. Et avec, on va dire, l'ère Montagnier ou l'ère Yvette Paresse, parce que de toute façon les deux auraient dit la même chose, c'est-à-dire que là tu n'as plus une pathologie autour d'un germe, tu as les facteurs environnementaux qui interviennent aussi, donc toute la problématique de la pollution, qu'elle soit chimique, électromagnétique, la problématique de la toxicité de certains aliments, des phénomènes allergiques, etc. Et donc une modification très importante du terrain qui fait que c'est des fois pas un seul germe, mais plusieurs germes qui vont intervenir et se potentialiser. Et du coup, on ne peut plus intervenir avec un seul traitement. Il faut voir des traitements différents, des traitements aussi pour détoxiquer, des traitements immunostimulants, en plus des traitements antibiotiques, des traitements qui drainent le foie, qui drainent les reins, tu vois, qui refont la flore intestinale, qui réparent l'intestin, qui est la première barrière de défense immunitaire. Donc là, on voit bien qu'on est face à des traitements beaucoup plus complexes et c'est vers ça que l'on tend maintenant. Nous marchons la tête à l'envers en ne globalisant pas nos connaissances sur la richesse de la vie sur Terre. 1360 experts, 95 pays de l'ONU qui nous disent que nous sommes en pleine crise de la biodiversité et en pleine 6e extinction des espèces, que 20 à 30% des espèces disparaissent. À Keur-Massar ou à Keur-Moussa, des jardins botaniques absolument exceptionnels conservent des espèces oubliées ou des espèces disparues. Aujourd'hui, dans les universités, nous avons perdu ce savoir. Les botanistes, les embryologistes, les zoologistes ont disparu au bénéfice des biologistes moléculaires. J'ai vu se transformer cela en 10 années. Et donc nous avons perdu un savoir qui est dans ces lieux avec des botanistes locaux et qui nous montre la richesse de la biodiversité. Nous sommes dans ces lieux dans à la fois le passé et l'avenir de l'humanité. Moi je suis persuadé que la médecine traditionnelle africaine
et surtout ce qui se fait à Kermassar et à l'instant de Kermassar, tout ce qui se fait au Sénégal, a quelque chose à donner au monde. Pour peu qu'on y croit. Mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Et qu'est-ce qu'attendent les gens, tous les pays, qu'ils soient du nord ou du sud, pour enfin se réveiller et essayer de sortir de l'ornière, de la science, des institutions internationales qui font la pluie et le beau temps? Il faut que chacun se prenne en main. Alors, à force de le répéter, peut-être que la graine va pousser.